Bon, on va démarrer si vous voulez bien. Donc, bienvenue donc à ce webinaire qui fait partie d'un cycle WebTech SCS. Nous avons déjà abordé les notions d'IA et efficacité industrielle, de blockchain et de cas d'usage, d'IA éthique au service d'une transformation de confiance et d'IA et 5G, où les présentations pour la plupart de ces webinaires sont disponibles sur le site web du pôle SCS. Donc, ce webinaire va durer maximum 1 heure normalement. Et dans le cadre de la RGPD, je vous informe qu'il est enregistré et que pour votre confort et le confort de tous, votre micro est coupé pendant tout le webinaire. Vous avez par contre la possibilité, vous êtes même bienvenue à poser des questions dans le module en bas à droite intitulé questions. Et vos questions seront traitées à l'issue des interventions du CEA Tech. L'objectif, c'est bien de partager aussi vos expériences et vos feedbacks, vos remarques par rapport à la présentation des deux intervenants du CEA Tech et du CEA. À la fin du webinaire, une enquête s'affichera. Si vous voulez bien prendre quelques minutes pour y répondre, c'est bienvenu. Voilà, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez aussi le réécouter en replay à votre guise quand vous le souhaitez. Donc, SCS a choisi effectivement de faire de la sensibilisation et de la pédagogie autour de technologies émergentes et innovantes. Donc, ce webinaire est destiné, si vous souhaitez apprendre les différents principes des systèmes de récupération d'énergie et les circuits de gestion associés. Si vous souhaitez aussi comprendre comment un capteur devient réellement autonome, communiquant à la fois et les différentes modalités, les différentes configurations selon le domaine d'application. Une illustration à travers des cas d'usage et des domaines d'application il sera mis en place vers la fin des présentations avec des domaines comme la défense, les objets portés sur soi, ou par des animaux, les wearables, dans le domaine de l'irrigation automatique. Et si vous souhaitez également initier un nouveau projet intégrant une ou plusieurs briques technologies de récupération d'énergie, et pour savoir comment elles sont utilisées selon le cas d'usage, le SCS également est disponible pour vous aider à monter ce projet ou trouver les partenaires qu'il faut. Alors, je vais passer la slide, voilà, au programme du webinaire. Donc, on va avoir un état de l'art, un état de l'art avec les dernières avancées autour des systèmes de récupération d'énergie et comment rendre les capteurs autonomes. Et on illustrera donc à travers 4 cas d'usage dans 4 domaines d'application différents. Et puis, la session de questions-réponses où vos questions sont bienvenues, donc encore une fois, par écrit dans le module en bas à droite. Alors, on va démarrer par les différents intervenants sont Sébastien Boisseau, chef du laboratoire donc autonomie et intégration des capteurs du CEA, Philippe Despès, responsable de l'offre IoT et énergie du CEA Tech, et puis Paul Vincent Bonzon, qu'on connaît bien chez SCS, qui est responsable des partenariats industriels au CEA Tech et leader du groupe de travail IoT chez SCS également. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par une présentation par Vincent. Alors, je vais te donner la main, Vincent. Oui, on voit ta caméra. Vous voyez ma caméra, vous me voyez? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Fabienne, est-ce que c'est toi qui déroule les slides ou c'est moi qui... Je viens de te désigner comme présentateur, si tu veux Ok, être autonome. d'accord, super, génial. Je montre mon écran et je vais supprimer la caméra, comme ça, on va limiter la bande passante. Hop. Alors, oui, je vais juste introduire le CEA en quelques secondes, avant de laisser la parole à Sébastien, qui lui rentrera vraiment dans les détails et vous présentera ce qu'il fait en détail au sein du CEA Tech et plus particulièrement du LETI. Donc, le CEA Tech, très rapidement. Alors, le CEA, qu'est-ce que c'est? C'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est 20 000 personnes réparties un peu partout en France, organisées en 4 grandes directions, dont une direction s'appelle la CEA Tech, la direction de la recherche et de la technologie, dans laquelle Sébastien, Philippe et moi sommes. Donc le CEA, c'est aussi le premier labo de recherche européen et deuxième au niveau mondial. C'est un des plus gros dépositaires de brevets en France, puisqu'on dépose en moyenne à peu près 700 brevets par an. Et c'est aussi un fort créateur de start-up, puisque notre mission étant, à CEA Tech, étant de
de transférer nos technologies vers l'industrie. Il arrive très souvent que le transfert se fasse par la création d'une start-up. Donc, si je rentre un peu plus dans les détails, le CEA Tech, ben, finalement, c'est des choses que vous connaissez bien. C'est le LITI, le LIST et le LITEN, créés de façon historique en 1967, 2003 et 2005. Et depuis 2012, à la demande des régions et du gouvernement, la création de ce que l'on appelle des plateformes régionales de transfert technologique dans 6 régions en France, qui ont pour mission d'apporter un service de proximité et une interface de proximité. Donc, moi, je suis dans la PRTT région Sud et en charge de développer, de transférer les technologies développées par l'ensemble des instituts. Donc, c'est un peu tout ce que vous pouvez voir là auprès des industriels. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie plutôt Internet des objets, récupération d'énergie et alimentation. Voilà pour mon introduction très très rapide. Je vais laisser la parole à Sébastien et je lui donne la main. Sébastien, je pense que tu as la main maintenant. Oui, alors bonjour à tous. Hop. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, on voit très bien. Ok, bah excellent. Alors, la caméra pour dire bonjour. Bonjour à tous. Un peu dans le noir, mais on voit quand même. Ouais, je suis un peu en contre-jour, désolé. Et puis, je vais la recouper pour ne pas poser de problème de connexion. Alors, hop. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, très bien. Ok, et bien parfait. Alors, donc moi, je vais vous parler autonomie des capteurs, donc récupération d'énergie, gestion d'énergie et capteur de basse consommation. Alors, je suis donc dans mon laboratoire, on travaille sur tout ce qui est conception et intégration de systèmes de capteurs. Il y a 4 gros axes d'études, donc toute la partie autonomie. On veut travailler sur la récupération d'énergie, la transmission de puissance sans fil et l'électronique basse consommation. Donc là, l'objectif, c'est de faire de l'IoT autonome, par exemple. On va avoir également tout un volet sur les systèmes distribués, où on va faire des surfaces sensibles, de l'intelligence distribuée, donc des réseaux de capteurs qui vont communiquer ensemble de manière à réaliser des fonctions électroniques et faire de la mesure sur des systèmes complexes. Également tout un volet sur les environnements complexes, où on va aller faire des dispositifs qui vont tenir par exemple des fortes accélérations. Là, dans mon labo, il y a un projet où l'objectif, c'est de tenir jusqu'à 500 000 G d'accélération. Et puis également des électroniques haute température, notamment des électroniques qui vont tenir jusqu'à 200-250 degrés. Pareil pour ajouter des fonctions de mesure, donc du capteur haute température. Et puis finalement, tout un volet haute performance, où là, l'objectif, ça va être de monter en nombre de capteurs, de monter en fréquence, par exemple pour faire des mesures de pression, de répartition de pression sur des ailes d'avion. C'est un exemple de projet également du laboratoire. Et on s'interface dans un département, donc le département système. Donc on va travailler sur des systèmes électroniques au sens large, donc notamment sur ce volet intégration de capteurs. Tout un laboratoire qui travaille également sur l'énergie, donc avec le GaN, avec le BMS, notamment pour le véhicule électrique. Un service sur la communication qui va travailler sur la 5G, la RFID, les antennes et localisation, et puis également un service sur la sécurité, notamment un volet certification et puis la sécurité hardware. Et tous ces éléments, ça va nous permettre de faire des systèmes électroniques complexes. Alors moi aujourd'hui, je vais me focaliser sur la partie récupération d'énergie. Alors l'objectif, c'est de faire des dispositifs autonomes, de faire des capteurs, des objets connectés autonomes. Alors on a quelques exemples de projets qui sont présentés ici. Donc ça peut être la domotique. Il y a l'exemple du docteur on va pouvoir également vouloir faire de l'autonomie de capteurs sur des systèmes comme des moteurs d'avion pour faire de la maintenance prédictive. Et puis, de manière plus générale, on va avoir tout ce qui est capteur abandonné, par exemple pour l'agriculture connectée, pour optimiser la consommation d'eau. Voilà, c'est des applications. Alors en fait, la base du système qu'on cherche à alimenter, donc c'est un nœud IoT, un capteur IoT qui va être constitué d'un microcontrôleur qui est la partie intelligente du système.
Ce microcontrôleur, il va faire appel à des capteurs, des actionneurs qui vont venir piloter, récupérer des infos, agir sur l'environnement. Et puis, tout ça, ça va communiquer avec un lien radio, donc radio, un Bluetooth, un Zigbee par exemple, ou du LoRa. Et puis, nous, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est alimenter ces fonctions. Donc, soit on peut utiliser des piles, des batteries rechargeables, donc ce qui veut dire que le système aura une durée de vie limitée dans le temps. Et on peut également utiliser la récupération de l'énergie ambiante pour alimenter cette fonction, donc qui viendra soit remplacer la batterie, soit venir compléter la batterie, recharger la batterie dans le temps pour avoir une autonomie théoriquement infinie. Alors, on a pas mal de sources d'énergie ambiante qu'on va pouvoir exploiter. Et sur ce graphique, donc, ce qui est intéressant, c'est que ça positionne les différentes sources d'énergie ambiante qu'on va pouvoir utiliser en récup d'énergie pour alimenter ces fonctions électroniques. Alors, on a tout d'abord les sources mécaniques, donc tout ce qui va être contrainte, déformation, et également tout un volet vibration. En source thermique, on a les gradients de température, donc ce qu'on va par exemple pouvoir trouver au niveau d'un radiateur ou au niveau d'un moteur qui chauffe. Et puis on a également les variations de température. Alors par exemple, appliqué au cas de l'aéronautique, ça va être exploiter les variations de température dans le temps en fonction de la phase de vol de l'avion. Donc s'il est au sol, il va être plutôt à une quinzaine, une vingtaine de degrés. S'il est en vol, il y a certains éléments qui vont pouvoir descendre à moins 50 degrés. Donc on va pouvoir exploiter cette variation de température pour alimenter des capteurs. Bien évidemment, on a les sources radiantes, donc la lumière, le solaire extérieur. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est une source qui pense en termes d'énergie. On a également la lumière à l'intérieur. Les infrarouges et puis l'ARF dans une plus basse densité d'énergie. On a également tout ce qui va être fluide, donc écoulement d'air et écoulement d'eau, qui sont également des sources denses en termes d'énergie, et puis finalement les sources chimiques, biochimiques. Alors, ce qu'on voit au niveau de la densité d'énergie, donc là, ce qu'on a tracé, donc c'est la densité d'énergie de ces sources en fonction de la source d'énergie récupérée. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de sources qui vont être vers une centaine de microwatts par centimètre carré ou centimètre cube. Donc ça, c'est une source d'énergie qui est largement suffisante pour alimenter des capteurs. Et puis, on a des sources qui sont bien au-dessus, notamment le soleil à l'extérieur. Donc, on a une source d'énergie qui est très dense. Et puis les fluides de manière générale, donc écoulement d'air, écoulement d'eau, qui sont des sources très denses. Alors après, ça c'est un petit peu à relativiser parce que il y a le rendement du convertisseur. Donc ça c'est la puissance brute des sources disponibles dans l'environnement. Par contre, notre convertisseur d'énergie, il va avoir un rendement qui est limité. Donc par exemple, au niveau des sources radiantes, on va être entre 10 et 20% à peu près de rendement. Au niveau des fluides, ça va dépendre de la taille du système, et ça va osciller entre 10 et puis 50%. Donc cette source d'énergie brute, voilà, elle est relativisée avec la source d'énergie, avec le convertisseur qui est utilisé, pardon. Et puis surtout, en gros, on va devoir faire avec l'énergie qu'on a sur place. Par exemple, si vous êtes à l'intérieur, on va être obligé d'utiliser la lumière intérieure pour alimenter nos systèmes. Donc avec une source d'énergie qui va être en gros de l'ordre d'une centaine de microwatts par centimètre carré. Ensuite, donc, quand on regarde les besoins des capteurs autonomes, donc on a vu tout à l'heure que notre source d'énergie, en gros, on a une centaine de microwatts d'énergie brute qui est exploitable. Derrière, on va avoir besoin d'un convertisseur d'énergie, donc par exemple une cellule photovoltaïque qui va avoir un rendement compris entre 10 et 20%. Ce qui veut dire qu'en gros, on va avoir une source d'énergie électrique qui va être comprise entre 10 et 100 microwatts. Donc ça, c'est l'énergie qui est utilisable. On va être entre 10 et 100 microwatts par centimètre carré. Lorsque l'on regarde les sources, enfin, lorsque l'on regarde les besoins des systèmes électroniques, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est fonction de capteur, ça consomme assez peu. On va être sur une trentaine de microwatts à peu près pour les fonctions accéléromètres. Un microcontrôleur, pareil, ça consomme assez peu, à peu près 1 milliwatt. Et puis, tout ce qui va être émission RF, on va être à peu près entre 50 et 100 milliwatts. Par contre, lorsque l'on regarde l'énergie qui est consommée pour réaliser une fonction de mesure et de communication, donc par exemple faire une mesure avec mon accéléromètre, traiter cette information et puis l'envoyer à distance, on va avoir une énergie qui va être comprise à peu près entre 50 et 500 microjoules. Donc ça, c'est la figure qui est présentée ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, je ne sais pas, ouais. Oui, on la voit.
On la voit. Ouais, parfait. Donc, c'est sur ce graphique, en fait, donc ce qu'on voit, c'est que l'énergie consommée, elle va être à peu près entre 50 et 500 microjoules. Donc, ça, c'est l'énergie consommée pour réaliser une fonction de mesure complète. Donc, par exemple, mesure de température, mesure d'accélération. Et puis, on envoie cette information à distance avec un protocole basse conso de type Bluetooth Low Energy ou Zigbee Green Power. Si vous voulez communiquer en LoRa, vous allez être plutôt sur la dizaine, la centaine de millijoules. Et en fait, avec la récupération d'énergie, en adoptant un mode de fonctionnement intermittent, c'est-à-dire qu'on a une énergie disponible qui varie au cours du temps, donc par exemple la lumière, on vient stocker cette énergie dans un buffer énergétique, donc une batterie ou une capa ou une supercapacité. Et lorsqu'on a suffisamment stocké d'énergie, on vient alimenter notre fonction microcontrôleur qui vient piloter les capteurs et envoyer ensuite l'information à distance avec un émetteur. Et ensuite, on retourne sur un cycle de fonctionnement où on vient stocker l'énergie, attendre qu'on a suffisamment d'énergie et renvoyer l'info. Et en gros, en substance, ce que ça veut dire, c'est que dès l'instant qu'on adopte un mode de fonctionnement intermittent, en exploitant au maximum les cycles de veille des microcontrôleurs, on va pouvoir alimenter quasiment toute fonction électronique de type capteur autonome à l'aide de la récupération d'énergie. Alors bien évidemment, plus vous allez récupérer d'énergie, plus vous allez avoir une fréquence de communication qui va être importante, mais même avec quelques nanowatts récupérés, quelques centaines de nanowatts récupérés, vous allez pouvoir alimenter des fonctions capteurs. Alors après, ce qui est important dans la récupération d'énergie, c'est la vision système. En fait, pour faire de la récupération d'énergie, on a toute une chaîne de récupération d'énergie qui va être à optimiser. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on avait une énergie ambiante, donc par exemple la lumière. Ce dont on a besoin, c'est d'un transducteur d'énergie, donc par exemple une cellule photovoltaïque, ce qui est le plus commun, le plus simple et le plus commun. Donc cette cellule photovoltaïque, en fait, elle va fournir une énergie qui n'est pas exploitable telle qu'elle par une application électronique. Donc on a besoin d'un convertisseur de puissance. Ce convertisseur de puissance, ce qu'il va faire, c'est qu'il va optimiser l'énergie de mon transducteur d'énergie. Donc on parle souvent de MPPT, de Maximum Power Point Tracker, pour les convertisseurs de puissance. En fait, l'objectif, ça va être par exemple de se mettre à 60% de la tension à vide de ma cellule photovoltaïque pour maximiser son extraction de puissance. Donc ça va être l'objectif de mon convertisseur de puissance. Et puis, de manière générale, sur les systèmes qui vont être alternatifs, donc je pense par exemple aux écoulements d'air, écoulements d'eau, ou avoir des systèmes à base de turbines, on a une puissance qui est alternative. Donc l'idée, ça va être de la transformer en puissance continue pour venir alimenter mon application. Derrière, on a du stockage d'énergie. Donc ce stockage, ça peut être des batteries, ça peut être des supercapas, des capacités, et puis mon application à la fin. Et en fait, ce qu'on voit sur toute cette chaîne, c'est qu'on va avoir pas mal de contraintes et de compromis pour que notre système fonctionne. Alors, ils sont placés ici. Alors, je dirais que la première chose à faire, lorsqu'on a un système à développer, un système autonome à développer, c'est de travailler sur l'application, minimiser la consommation du système, peut-être faire un compromis sur les fonctionnalités, mais pas forcément. Ce qu'on voit sur certains de nos projets, sur des projets d'optimisation énergétique, c'est que entre un système qui est bien conçu et un système qui est moins bien conçu, on peut avoir un gain en consommation quasiment d'un facteur 2 ou 3. Ce qui veut dire que ça va directement jouer sur la taille de mon système de récupération d'énergie qui va être 2 à 3 fois plus faible. Et généralement, quand des projets de type système autonome arrivent au niveau du laboratoire, la première chose qu'on fait, c'est regarder la consommation. Est-ce qu'on peut réduire la consommation du système à isofonctionnalité? Donc, premier point. Ensuite, ça va être un travail sur l'efficacité, la taille et le coût du système. Généralement, ce qu'on voit, c'est que plus le système est gros, plus son efficacité est importante. Donc, le fait de réduire les dimensions, ça a tendance à réduire l'efficacité. Et derrière, ça va être un compromis avec le coût, que ce soit au niveau du transducteur d'énergie ou au niveau du convertisseur de puissance. Par exemple, au niveau des composants électroniques utilisés, si on peut avoir un peu plus si on peut mettre un peu plus de budget sur la BOM, on peut avoir un peu plus de rendement. La BOM, tu peux peut-être spécifier ce que c'est? Pardon, la liste des composants utilisés dans notre système. Par exemple, sur le convertisseur de puissance, si il faut qu'on fasse attention au coût, on va utiliser par exemple des circuits simples comme des ponts de diode. Par contre, si on peut avoir un peu plus de budget sur l'électronique, on ira chercher des convertisseurs actifs qui vont avoir un peu plus de puissance, un peu plus de rendement en sortie. Donc c'est toujours un compromis entre l'efficacité, la taille et le coût qu'on fait au niveau du laboratoire. Et puis, ça nous permet de faire des systèmes autonomes qui vont tenir sur les budgets demandés par nos partenaires.
Si je peux compléter aussi le challenge dans la conversion de puissance et toute la chaîne globale, c'est de, même si on a quelques nanowatts ou nanojoules qui sont disponibles en source d'énergie, c'est la plupart du temps, c'est quand on met la chaîne complète, dès qu'il y a une transmission RF ou le capteur qui demande de l'énergie, tout s'écroule. En fait, le challenge et l'enjeu, c'est justement d'être capable d'avoir un système qui reste réveillé malgré tout et qui est capable de communiquer ou de capter au bon moment l'information. La personne qui parle là, c'était Philippe d'Espèce, c'est ça? Oui, pardon, exactement. D'accord, bah, bienvenue Philippe. Oui, effectivement, on avait Bonjour. mentionné que vous arriviez peut-être un petit peu après. Donc, responsable de l'offre IoT et énergie au CEATech. Ça, c'est la chaîne de récupération d'énergie. Alors, je vais présenter un petit peu ce qu'on fait au labo, qui est différent de l'état de l'art. Je dirais sur les choses classiques, ce qu'on voit, c'est tout ce qui va être récupération d'énergie solaire, donc avec des systèmes qui sont commercialisés. Donc ça, on travaille dessus. Mais là, je présentais plutôt les aspects qui sont plutôt tournés innovation. Bien évidemment, s'il y a des projets avec des cellules solaires, avec des éléments thermoélectriques pour venir exploiter la chaleur, c'est également des choses sur lesquelles on peut travailler. Alors, sur la récupération d'énergie, donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille qui sont donc moins communs que la thermoélectricité classique, les modules que vous pouvez acheter dans le commerce, et puis les cellules photovoltaïques également. Donc, on travaille pas mal sur tout ce qui est récupération d'énergie vibratoire. Donc, par exemple, sur les moteurs, vous avez des vibrations. L'idée, ça va être d'exploiter ces vibrations pour alimenter des capteurs autonomes. On a également tout ce qui est récupérateur des flux d'air et des flux d'eau. Donc, on va travailler sur des micro-turbines et des systèmes aéroélastiques. Alors en fait, la turbine, ce qu'on dirait, c'est que c'est un truc qui est connu depuis un bout de temps, mais j'y reviendrai par après. Nous, ce qu'on fait, c'est l'optimisation de ces systèmes de manière à avoir une puissance suffisante, tout en ayant une perte de charge qui est très faible. En fait, l'idée, c'est que le système reste quasiment invisible vis-à-vis du système dans lequel il est placé, tout en ayant la possibilité de rajouter des fonctions supplémentaires, donc notamment de communication. On travaille également sur des récupérateurs d'énergie basse fréquence. Donc un exemple, c'est le système. Donc il y a des systèmes qui ont été commercialisés par Decathlon pour alimenter des lampes. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'optimiser ce type de dispositif en travaillant sur le convertisseur électromagnétique pour alimenter des fonctions wearable. Donc des systèmes qui auraient des tailles petites. Donc là, on est sur un format type pile AA, et on vient alimenter des fonctions de capteurs placés sur la personne. On a tout un volet sur les matériaux intelligents, donc des développements matériaux pour améliorer les performances, prendre en compte les aspects éco-conception des matériaux, donc notamment sur les matériaux piézoélectriques. On travaillait jusqu'à présent pas mal sur tout ce qui est PZT. Donc le PZT, il y a du plomb. Alors c'est un matériau qui marche très bien. On continue à travailler dessus sur nos systèmes. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des matériaux qui utilisent moins le plomb, de manière à aller dans une démarche d'éco-conception. On a également des matériaux polymères piézoélectriques, donc des matériaux qui vont être souples, et puis tout un volet sur les aimants massifs, aimants couches minces et aimants injectés, de manière à optimiser la forme des aimants et optimiser leur performance. On a également un département qui travaille sur les cellules photovoltaïques, donc en silicium amorphe, des éléments qui vont être imprimés, des cellules flexibles. Et l'idée, ça va être d'aller chercher des performances très importantes, notamment au niveau de l'indoor, où on est quasiment à x4, x5 par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce, notamment lorsqu'on est en basse luminosité. Les environnements bureaux, on va être typiquement à 200 lux. Et quand l'état de l'art va être à 4 microwatts par centimètre carré en puissance utile en sortie, eux, ils vont être plutôt sur un ordre de grandeur de 16 microwatts par centimètre carré, donc quasiment un x4 pour les applications indoor. Et puis également un volet sur les récupérateurs thermiques, donc sur la thermoélectricité, où là, l'idée, ça va être d'aller chercher des performances accrues et puis d'aller également chercher des systèmes qui vont fonctionner pour les environnements sévères, typiquement pour les températures supérieures à 100 ou 200 degrés. Donc ça, c'est le volet récupération d'énergie. On a un volet également donc, électronique de gestion d'énergie. Donc l'idée, c'est de transformer ce qu'on a vu précédemment en une tension continue de 3 volts pour alimenter l'électronique et d'optimiser l'extraction d'énergie. En fait, si vous avez un mauvais système de conversion d'énergie, vous pouvez avoir un très bon système de récupération d'énergie, donc une très bonne cellule photovoltaïque ou un très bon récupérateur d'énergie vibratoire. Si derrière le circuit de gestion d'énergie n'est pas bien fait, tout s'écroule et vous avez beau avoir optimisé votre système de récupération d'énergie, derrière, il ne reste rien en sortie. Donc l'idée, ça va être d'optimiser l'extraction d'énergie
On peut aller chercher des fonctionnements avec ou sans batterie sur ces systèmes. Et on fonctionne généralement en 2 étapes, donc avec des circuits discrets dans un premier temps. Donc il y a quelques exemples de circuits discrets qui sont présentés ici. Donc ça va être des circuits qui vont être par exemple pilotés pour maximiser cette extraction d'énergie. On va faire appel à des fonctionnements d'extraction d'énergie non linéaires. Donc l'idée, c'est d'aller chercher de la physique non linéaire couplée à notre récupérateur d'énergie pour améliorer l'extraction d'énergie. Et puis, dans un second temps, on peut passer sur de l'ASIC pour réduire la taille de l'électronique, améliorer les capacités et améliorer les performances de manière générale. Alors, il y a quelques exemples qui sont présentés. Donc, sur des systèmes photovoltaïques, on a sur des rendements de 95%. Donc, c'est le rendement du convertisseur. Donc, c'est entre la cellule et puis l'application. Et puis là, il y avait une contrainte de coût, on était inférieur à 50 centimes. Pour la partie récupération d'énergie mécanique, on va aller chercher des approches hybrides entre des ASIC et puis des composants discrets. Et puis on développe également des convertisseurs DC-DC pour les modules thermoélectriques. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher des tensions de fonctionnement très basses, pouvoir démarrer des électroniques dès l'instant qu'on récupère quelques centaines de millivolts. Ensuite, tout ça, c'est combiné à tout un volet modélisation avancée. En fait, tout à l'heure, quand j'évoquais la chaîne de récupération d'énergie, derrière, on s'appuie également sur des modèles avancés de systèmes multiphysiques. Et en fait, dans notre laboratoire, enfin dans mon laboratoire, on a des gens qui vont faire de la physique, donc des physiciens qui regardent un petit peu comment ça se passe au niveau de la physique, les modèles couplés entre l'électromagnétisme, la piézoélectricité, la mécanique des fluides, et puis des personnes qui vont faire de l'électronique, donc qui vont faire des modèles P-Spice, et les deux vont se combiner pour faire une modélisation complète de mon système et optimiser le fonctionnement de mon système. Donc là, il y a un exemple de système de récupération d'énergie des écoulements d'eau qui est présenté, donc une turbine, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose le modèle du système, on s'appuie sur des simulations éléments finis, donc qui sont présentées ici pour la mécanique des fluides, par exemple. Et puis pour la partie électromagnétique, donc là, il y a le convertisseur électromagnétique qui est présenté ici avec l'aimant qui est là et puis les bobines qui est passé autour. Ce qu'on cherche à faire, c'est s'approcher le plus possible de l'expérimental. Donc là, ce qu'on voit, c'est la comparaison entre l'expérimental et la simulation pour la mécanique des fluides, pour les écoulements d'eau. Et ça, derrière, c'est combiné avec de l'électronique pour optimiser l'électronique. Donc, on optimise et notre système de récupération d'énergie, et notre électronique qui va derrière, et notre application. J'ai quelques exemples de preuves de concept. Alors, c'est des preuves de concept qui sortent un petit peu du courant. Bien évidemment, on travaille également sur des choses qui sont plus proches de l'état de l'art, donc notamment avec des modules photovoltaïques, des systèmes thermoélectriques, et puis des systèmes qui vont être multi-sources, qui vont combiner par exemple des modules photovoltaïques à la thermique ou au vibratoire. Alors, donc ça, c'est un exemple d'un système qui était plutôt orienté défense, donc récupération d'énergie des chocs. L'idée, c'est de récupérer l'énergie dans un obus, donc pour application militaire. L'objectif, c'était de récupérer donc un choc à 20 mg avec un système qui est présenté ici. Donc, en fait, on a un système masse-ressort qui est combiné à un système électromagnétique. Et au moment du choc, ce qui se passe, c'est que notre système masse-ressort, donc la masse est projetée au niveau du socle. Derrière, lorsqu'il n'y a plus de choc, lorsqu'on sort de la zone de choc, le système se met en oscillation et l'énergie de l'oscillation est convertie en énergie électrique à l'aide de notre système bobine-aimant. Donc là-dessus, on a eu toute l'optimisation du système, donc notamment modélisation du système mécanique en choc, et puis la modélisation du convertisseur électromagnétique et l'optimisation du convertisseur électromagnétique. Alors ça a été tiré dans un système réel. Donc là, ce qu'on voit, c'est les courbes expérimentales de tension de sortie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les phases. Donc là, ce qu'on voit, c'est la phase de choc, la mise en butée. Là, le système est en butée, donc il n'y a pas de mouvement. Et puis derrière, on retrouve les oscillations mécaniques liées à l'oscillation du système masse-ressort couplé au convertisseur électromagnétique. Donc ça, c'est le seul système de l'état de l'art qui a été testé en environnement réel, dans un environnement aussi complexe. Et on a... Petite parenthèse, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poster par écrit dans le module questions, parce que j'imagine que cette présentation, par exemple, suscite des questions. Ok. Et du coup, en puissance de sortie, on est à peu près sur 1 watt. Voilà.
Alors ensuite, donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est les récupérateurs d'énergie basse fréquence. Donc ça ressemble un petit peu à ce qui est fait chez Decathlon, donc sur les lampes autonomes. Donc on est sur un concept de shaker électromagnétique où on a des courants qui vont venir se déplacer à l'intérieur d'un convertisseur électromagnétique. Nous, on est parti sur un format pile AA. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé le système. Donc on a compris notre système, modélisé l'électromagnétisme et l'électronique. On a optimisé notre système. Et puis derrière, on l'a testé sur des applications corps humain, donc sur la course, ou secouer à la main, donc par exemple l'application télécommande. Et on a des puissances de sortie qui vont être comprises entre 4 mW et 7-8 mW à peu près. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en optimisant notre système, en comprenant le modèle qui est derrière, donc le modèle mécanique électromagnétique, ça nous a permis d'atteindre la plus forte densité d'énergie de l'état de l'art pour des applications portées par la personne. Et puis, donc ça a été utilisé pour alimenter des capteurs d'accélération, capteurs de mouvement placés sur la personne. Autre exemple, donc la récupération des écoulements d'eau. Donc là, les applications visées, c'est l'irrigation connectée, l'agriculture, hein, par exemple. Donc on est sur un générateur aimant permanent qui va être constitué d'aimants distribués en couronne autour de la turbine. Et puis, c'est combiné à une turbine donc à axe horizontal pour minimiser les pertes de charge. Donc là, en fait, sur ce principe, en fait, on s'écarte pas mal de l'état de l'art. Donc, ce qu'on a vu, en fait, quand on a regardé l'état de l'art, c'est que globalement, tous ces systèmes d'hydrogénérateurs, de récupération d'énergie des écoulements d'eau, les pertes de charge induites étaient en gros vers un bar. Ce qui est énorme, en fait, parce que si vous avez 3 barres en entrée, vous en mettez 3 d'affilée, il n'y a plus rien en sortie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé ce système pour minimiser les pertes de charge. Donc, en fait, le fait d'avoir pris un concept de ce type, ça nous permet d'avoir une perte de charge qui est à peu près de l'ordre de 0,1 bar, entre 0,05 et 0,1 bar. Et ce qui fait qu'on a une consommation en termes de perte de charge qui est à peu près équivalente à ce que vous avez sur un débitmètre à hélice classique. Donc, en gros, vous avez une fonction débitmètre qui a une fonction de communication en plus, parce que vous récupérez l'énergie, vous pouvez transmettre cette information. Et puis, en termes de perte de charge, vous avez à peu près équivalent à ce qui se trouve sur un débitmètre à hélice. Et ça a été possible que grâce à la partie modélisation du système mécaflux plus électromagnétique. Un dernier exemple donc, de récupération d'énergie dans les chaussures. Et plus généralement, récupération d'énergie pour le sport. Alors en fait, là, on avait une contrainte de coût qui était importante et on l'a retrouvée également sur un projet lié au sport qui est en train de sortir. On avait une contrainte de coût importante donc, au niveau des membranes piézoélectriques. Donc on est parti sur des membranes piézoélectriques bas coût. Qui sont disponibles sur Farnell RS vendu 20 centimes pièce. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un circuit de gestion d'énergie optimisé derrière ces membranes. Alors elles sont pas d'une efficacité redoutable, mais le fait de le combiner à un circuit de gestion d'énergie qui est efficace, ça nous permet tout de même d'alimenter des fonctions podomètres et plus généralement capteurs placés dans les chaussures. Donc là, on est sur une communication microcontrôleur plus Bluetooth Low Energy. On a une réception des infos sur smartphone et puis on a fait le choix de power de batterie. On a une puissance de sortie qui est comprise entre 200 et 500 microwatts. Et là, la fonction qui est implémentée, donc c'était un podomètre, mais on avait également une fonction capteur de température qui est intégrée et on pourrait de manière plus générale intégrer d'autres capteurs dans ce système. Voilà. Ensuite, donc, alors je vais présenter un petit peu les électroniques de gestion d'énergie, donc une présentation rapide. C'est juste dire qu'en fait, il y a 2 grands types d'électroniques de gestion d'énergie. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, les buts, ça va être d'optimiser l'extraction d'énergie des récupérateurs d'énergie, alimenter les fonctions électroniques, donc notamment les capteurs, les microcontrôleurs et l'ARF, et puis pouvoir fonctionner avec ou sans batterie. Alors, je dirais qu'il y a 2 grands types de circuits de gestion d'énergie, donc les circuits non pilotés, donc type conduite Kappa. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pilotage, donc là c'est présenté ici. Il n'y a pas de pilotage, mais il y a un rendement qui est assez faible. Et puis, ce qu'on fait nous au laboratoire, c'est qu'on va travailler sur des circuits pilotés, des circuits actifs, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui vont mettre en œuvre des modes de fonctionnement non linéaires, donc ce qu'on appelle SECE, SSHI,
Donc là, on a besoin d'un pilotage et par contre, on va avoir un rendement élevé. Donc, c'est un exemple d'architecture qu'on va proposer. Donc, avec un convertisseur flyback qui est placé entre notre récupérateur d'énergie et puis l'application à alimenter. Et puis derrière, on va jouer sur le pilotage de ces MOS et sur le convertisseur d'énergie pour optimiser l'extraction d'énergie. Voilà. Alors, en conclusion, donc, il y a quelques exemples qui sont présentés, de prototypes qui sont présentés sur le côté, donc qui reprennent un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Au niveau de la récupération d'énergie des capteurs autonomes, c'est déjà une réalité. On a pas mal de projets qui sont sur une échelle de maturité à sortir de prod. On a possibilité d'alimenter des systèmes dès l'instant qu'on a 200 nanowatts. Donc ça, c'est ce qu'on a montré au niveau du laboratoire. Alors, 200 nanowatts, c'est pas large. Hein. Ça veut dire que vous allez faire une mesure à peu près toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures. Mais ça peut être suffisant pour des applications. Et je dirais qu'on commence à être confortable dès l'instant qu'on va récupérer 100 microwatts, parce qu'en gros, vous allez pouvoir faire une mesure et une transmission d'infos entre 1 et 10 Hz à peu près. Il y a de nombreuses sources d'énergie ambiante qui sont disponibles. Les plus courantes, c'est la lumière, la chaleur, mais on peut aller chercher d'autres sources d'énergie, et c'est ce sur quoi on travaille au labo, notamment sur les vibrations, les chocs, tout ce qui va être système impulsionnel, notamment aux interrupteurs pour la domotique. Ça a changé tout seul. Et puis, on a besoin d'une vision système. Donc c'est ce que j'évoquais tout au long de la présentation. Donc, on a le récupérateur d'énergie, bien sûr, mais l'électronique de gestion a une part importante dans le développement d'un système de récupération d'énergie. Et puis, l'électronique basse consommation, de manière plus générale, au niveau de l'application l'application alimentée. Le premier élément de la chaîne de récupération d'énergie optimisée, c'est l'application. Donc, optimiser la consommation de mon système. Alors, pour les personnes intéressées, donc on organise une conférence sur la récupération d'énergie l'an prochain. Elle aurait dû être cette année, mais déplacée pour cause de coronavirus. Donc, elle sera en mai. Les dates vont être bloquées prochainement. Et puis, on a également les Leti Days où on présente toutes les technologies du Leti, donc que ce soit sur la partie système, donc mon département, mais de manière plus large de ce qui est fait dans les autres départements, donc sur l'optique, sur les MEMS, sur le silicium, et puis sur l'IA, un petit peu toutes ces thématiques qui sont développées au Leti et qui seront donc en octobre. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot, Philippe. Non, non, je pense que c'est bien d'avoir un peu de temps pour les questions. Oui, si vous voulez, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour le moment, il n'y a pas de questions, donc tout a été très clair, j'imagine. Mais n'hésitez pas à les écrire dans le module questions. Je veux bien que tu me redonnes la main, Sébastien. Alors oui. Alors, dans participant. Attends, hop, présentateur. Oui, c'est ça. Ok, du coup, tu as la main. Voilà, donc en attendant que les questions soient posées, petite information sur les prochains WebTech. Donc le prochain, c'est le 21 juillet à 11 h également, hein, autour des SIP, donc des System in Package, et on verra avec Inside SIP les différents avantages, les inconvénients. On parlera également de miniaturisation et d'intégration et l'usage de ces SIP, notamment dans les smartphones, et on verra l'évolution depuis les années 2000 et l'état de l'art aujourd'hui et comment ils sont utilisés et les différentes modalités également selon le cas d'usage. Et on devrait également avoir un cas d'usage illustré avec une PME de la région. Voilà, puis les prochains thèmes sont, que vous voyez là en septembre-octobre, des WebTech SCS, toujours le même format, 1 heure, démocratiser, sensibiliser sur une technologie. Il y aura le futur de l'IA combiné à la blockchain, normalement. On parlera également de hardware et d'architecture, donc matériel spécifique pour le calcul, pour les algorithmes IA et l'optimisation de performance de ces algorithmes, et également autour de la sécurité de l'IoT, donc et des objets connectés. Voilà, donc en attendant les questions, je ne vois pas de questions. Juste pour compléter par rapport à la présentation de Sébastien, qui effectivement, je pense, est assez clair. Aussi, on travaille avec différents types de partenaires industriels, donc ça peut être des très grands groupes qui vont faire des produits consumer à très grand volume et qui vont effectivement souhaiter une solution très très optimisée en termes de coût, en termes de
rendement, de taille, etc. Et qui vont travailler sur la chaîne complète potentiellement parce que pour eux, il y a des millions de pièces et du coup, on va optimiser aussi bien la chaîne de communication, avoir potentiellement même un protocole de communication spécifique qui ne sera pas forcément un standard des télécoms, le Energy Harvester et puis l'électronique de conversion. Ça, c'est on va dire, ça c'est des gens qui veulent maîtriser la chaîne complète, jusqu'à des projets qui sont avec des partenaires qui souhaitent simplement sur une application avec données avec des volumes qui ne sont pas forcément très gros, nous sollicitent pour faire un système, mais potentiellement, on va s'appuyer sur des systèmes sur étagère, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas systématique qu'on va tout réinventer ou tout faire, tout optimiser aux petits oignons. On peut très bien s'appuyer aussi bien sur les capteurs que sur la partie même Energy Harvester en tant que telle que télécom sur des systèmes un petit peu sur étagère. Par contre, on apporte notre expertise pour faire les bons choix des différents éléments et les associer et accompagner après pour la partie assemblage et industrialisation. D'accord. Toutes les phases. C'est pour ça, faut pas que même s'il y a des entreprises, voilà, des PME ou des startups, ou des choses qui ont des projets en tête, ça peut rester, selon les besoins, ça peut rester relativement simple. D'accord. Alors, une première question. Quel niveau d'énergie peut-on envisager avec un flux de liquide dans un tuyau de 50 cm de diamètre? 50 cm de diamètre, c'est énorme. Ça va dépendre de la vitesse Du débit, hein. Et du débit. Après, ça peut tout de suite monter sur des centaines de milliwatts, voire des watts en fait. Les ordres de grandeur, on va être à centaines de milliwatts, watts. Après, ça dépend également de la paire de charge qu'on veut mettre derrière. Nous, l'objectif, c'est essentiellement d'alimenter des capteurs. Donc, on n'est pas sur de la production de puissance. Après, ça pourrait. Ça pourrait, ouais. Mais généralement, nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt des paires de charge faibles, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Après, c'est une volonté d'être sur de la puissance. Oui, ça va être un compromis entre les paires de charge et puis la puissance récupérée. Mais l'ordre de grandeur, ça va être le watt. D'accord. Le CEA a-t-il des... Pardon ? Non, j'allais dire, tout dépend si on se place en mode un peu barrage hydraulique où on bloque tout et puis on veut récupérer la puissance. Ouais, mais c'est ça. Et parce que nous, on se positionne plus sur l'aspect IoT, entre guillemets, Internet des objets, donc on cherche à minimiser. Après, on peut voir l'extrême inverse où on va bloquer le et puis, ouais. Alors, une autre question pour vous. Le CEA a-t-il des activités de recherche sur l'optimisation des protocoles de communication pour les réseaux basse énergie? Oui, en fait, on a beaucoup de travaux sur les télécoms en particulier. On travaille notamment sur la 5G, mais la 6G, des choses comme ça. Et on travaille effectivement sur tout ce qui est optimisation du canal de propagation. Donc, on est capable d'aller caractériser le canal de propagation et ensuite, en fonction de l'environnement, des caractéristiques de l'environnement, on va déjà choisir le bon protocole de com et optimiser effectivement l'efficacité énergétique des télécoms en travaillant sur le hardware. Donc, on peut travailler sur les antennes, sur la partie PA, Power Amplifier, etc., mais aussi sur l'aspect software. Alors après, tout dépend aussi si le besoin, si on veut s'associer avec le standard des télécoms, c'est-à-dire qu'on veut malgré tout respecter l'ISSCE, ou alors si on veut, si on est prêt à prendre un protocole maison, on va dire, parce que c'est quelque part, j'ai pas besoin de m'associer avec le reste, et là, je vais optimiser aux petits oignons par rapport à un environnement précis. D'accord. Une autre question. Quelle température faut-il pour récupérer de l'énergie? Un compartiment au soleil suffit-il? Alors, oui, en fait, dès l'instant qu'on a 4-5 degrés, on est plus serein, 4-5 degrés de delta de température, de gradient, merci, de gradient de température, on est bon. Et pour les applications en solaire, ce qu'on serait, c'est qu'on serait plutôt sur une variation de température. Donc, ce qu'on met, c'est on met une masse thermique qui va stocker l'énergie, qui va stocker le froid, par exemple.
Et lors de la montée en température, on va pouvoir avoir ce gradient de température qui va être au niveau du module thermoélectrique. Donc oui, ça fait partie des applications. Ça passe. Hein. Alors après, c'est toujours la même question. C'est entre un élément qui serait au soleil, est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir sur du PV directement? C'est une question, hein, ça dépend de l'application. Alors pourquoi est-ce qu'on choisirait la thermique à la place du PV? Ça peut être par exemple pour des raisons d'encrassement. Parce que la cellule photovoltaïque, si elle n'est pas entretenue, il va y avoir de la poussière qui va se mettre dessus. L'avantage du thermique, c'est que ça fait un système qui est totalement clos et donc qui sera moins sujet au problème de poussière. Mais à chaque fois, je dirais que voilà, au niveau du laboratoire, ce qu'on a développé, c'est une expertise multisource qui fait qu'en fait, à chaque fois, on peut choisir la source la plus pertinente en fonction de l'application visée et en fonction des contraintes. Mais oui, le cas de l'élément placé en extérieur qui récupérerait la chaleur du soleil, ça pourrait être pour des raisons d'encrassement, éviter les problèmes d'encrassement. Autre question, auriez-vous des exemples de récupération d'énergie pour les tags RFID, en émission uniquement? Photovoltaïque ou vibration? Oui, enfin, on travaille, c'est un laboratoire, donc c'est un laboratoire qui passe sur Sébastien, c'est notre laboratoire qui travaille sur justement les antennes et tout ce qui est tag RFID. On a travaillé énormément sur le RFID depuis 15 ans. En fait, c'est un laboratoire qu'on pensait fermer il y a 10 ans parce que le tag RFID, on pensait que c'était tellement démocratisé et vulgarisé que finalement l'activité de recherche n'était plus là. Et en fait, jamais on a autant travaillé depuis 5-6 ans sur ces sujets, dans le sens où le tag RFID, on n'en a pas parlé, c'est un moyen de téléalimenter aussi des objets et aller récupérer de l'information sur un objet, un capteur à distance. Ça, on se rapproche plus finalement du principe de téléalimentation que du principe de energy harvesting. Mais c'est effectivement un très très bon moyen, une alternative pour aller interroger des systèmes à distance par le principe du tag RFID. Après le tag RFID, la question, si j'ai bien entendu, c'est est-ce qu'on peut associer du energy harvesting? Évidemment. Oui, il n'y a pas de enfin, à partir du moment où il y a de l'énergie qui est disponible dans l'environnement pour aller alimenter soit le moteur, soit le lecteur, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se faire du energy harvesting. Après, encore une fois, ça va dépendre du lieu, de la situation, etc. Parce que le côté lecteur, mine de rien, il faut un peu de patate pour alimenter pour rester dans des mots un peu vulgaires, mais pardon. Il faut un peu de puissance pour alimenter la partie émetteur, c'est ça. Ok, merci. Est-ce que la stabilité des sources d'énergie est importante? Doit-elle être constante? Alors, ça dépend des sources. Ouais. Il y a des sources qui sont faciles à exploiter, notamment la lumière, parce que quelle que soit la variation de lumière, il y a toujours un petit peu d'énergie. Tout ce qui est écoulement d'air, écoulement d'eau, pareil, entre 1 mètre par seconde et puis quelques centaines de mètres par seconde d'écoulement, ça fonctionne. C'est plus délicat pour le vibratoire. Parce que le vibratoire, en fait, on est lié à des fréquences de vibration. Et ce qu'il faut, c'est que le système, la fréquence de résonance de notre système de récupération d'énergie soit égale à la fréquence des vibrations récupérées. Et pour ça, en fait, on travaille sur des électroniques qui vont faire du tuning de fréquence. Donc, on va réajuster en temps réel la fréquence de vibration de mon système pour qu'elle soit égale à la fréquence des vibrations. Ok, merci. Une question sur la sécurité. Comment prenez-vous en compte l'aspect sécurité qui est gourmand en énergie et notamment le cryptage des données? Alors, pas tant que ça. En fait, sur les protocoles type Bluetooth, Zigbee, alors il y a déjà des sécurités natives et on complète avec des briques sécurité qui sont développées dans un département sécurité, dans un service sécurité. Et en fait, le surcoût est pas si énorme. En fait, on parle de plus 50% par rapport au chiffre que j'ai donné tout à l'heure, donc par rapport aux 500 microjoules. À 1 millijoule, on est serein. À 1 millijoule, on est serein avec des éléments de sécurité pris en compte. Et même, en fait, l'idée, c'est même de rajouter de la sécurité
en fait, le Bluetooth, soit on l'utilise en mode advertising, soit en mode connecté. Et on est en train de développer des briques de sécurité pour le mode advertising pour réduire les consommations. Et en fait, il y a plein d'astuces au niveau de la sécurité qui vont permettre de faire de la sécurité du Bluetooth en mode advertising. Donc, même si les données peuvent être écoutées par tout le monde, au final, les décrypter, c'est pas si facile que ça. D'accord. Une autre question, est-il possible d'envisager de pouvoir récupérer de l'énergie par flux d'air sur des produits wearables type casque, gants ou veste pour alimenter un système de communication et de notification via le BLE? Alors oui. Après, il faut faire le calcul, notamment par rapport au PV, au photovoltaïque, pardon. Sur un casque, il faut se poser la question des sources d'énergie, mais l'avantage, c'est que ça fonctionne de nuit. Moi, sur le casque, je vois pas trop de difficultés pour réaliser ces fonctions, notamment quand la personne va rouler à partir de 5-10 km/h. Après, porté par la personne, donc c'est sur des vêtements, c'est peut-être plus délicat parce que l'intégration de panneaux PV, c'est des éléments qui sont plutôt rigides. Alors oui, il y a du souple, mais la question, c'est le passage en machine, c'est tout ça. Passage en machine, en machine à laver, quoi. Pareil sur l'écoulement d'air, sur les vêtements. Je ne sais pas s'il est facile de placer des turbines ou des systèmes aéroélastiques sur des vêtements. Mais en tout cas, pour le vélo et pour le casque, oui, il n'y a pas de verrou majeur. Ok, merci. Enfin, une dernière question. Y a-t-il eu des tests entre guillemets terrain plein champ sur les turbines pour l'irrigation, par exemple pour les eaux chargées, etc. Alors oui, c'est en cours. Et par ailleurs, on avait fait des tests sur le réseau d'eau chaude de Montpellier à l'époque. Donc on avait placé ces turbines sur le réseau d'eau chaude pour regarder notamment les questions d'encrassement. Alors là, on était sur un cas qui était quand même un petit peu violent. C'était pour les eaux de chauffage, donc il y a pas mal de particules métalliques. Et la conclusion, c'est que dans tous les cas, il faut mettre des filtres. Après, sur les cas d'irrigation connectée, l'eau sur laquelle nous on travaille, c'est de l'eau qui est plutôt claire, sans être parfaite. C'est l'eau qui est plutôt claire et ça se passe pas trop mal. Ok, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces questions. Vous avez en plus répondu à toutes les questions, c'est formidable. On approche du midi, donc je voulais vous remercier pour votre participation. Vous rappeler que si vous voulez réécouter ce webinaire, il sera donc dans quelques jours disponible sur le site du pôle SCS disponible en replay et que vous pouvez également accéder aux présentations. D'ailleurs, j'en profite pour ressonder effectivement Sébastien et Philippe pour la présentation un peu optimisée que vous souhaitez mettre à disposition des participants donc dans quelques jours. Et je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez pour un nouveau WebTech SCS donc à 11 h le 21 juillet autour des systèmes in package avec un état de l'art, les avantages, les inconvénients et différentes modalités dans différents cas d'usage. Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite un bon appétit et merci encore Sébastien et Philippe et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.